et à tous et bienvenue dans notre émission spéciale dans le premier forum de génétique au Maroc ici à Rabat. Notre invitée aujourd'hui est une véritable détective du génome. Elle traque les gènes responsables des maladies neurologiques rares. Nous avons le grand plaisir d'accueillir la professeure Dora Hamida Ben Brahim. Professeur, bonjour Bonjour, et bienvenue à Rabat. merci beaucoup. Vous êtes chercheuse en neurogénétique et vous vous intéressez à la neurogénétique. Est-ce que vous pouvez parler à nos auditeurs et leur expliquer un peu brièvement qu'est-ce que la neurogénétique? Alors, merci beaucoup tout d'abord, c'est un réel plaisir. Alors, vous me surprenez en me parlant de neurogénétique, je vois un peu où est-ce que vous allez été chercher les informations. C'est vrai, j'ai fait beaucoup de neurogénétique durant mon PhD. Et c'était à la recherche d'un gène à l'époque où réellement on cherchait des gènes. Maintenant, on les trouve beaucoup plus facilement. Et donc, ça me rappelle de très beaux souvenirs qui datent des années 2006, 2007, 2008. La neurogénétique, ce sont les fondements génétiques des pathologies neurologiques. Alors, c'est très, très, très vaste. Ça va du déficit intellectuel, retard mental, qu'on appelait avant retard mental, au retard du développement psychomoteur, aux maladies neurodégénératives, telles que les ataxies auxquelles je me suis intéressée pendant, les ataxies récessives auxquelles je me suis intéressée pendant assez longtemps. Et donc, c'est un domaine qui est très, très, très vaste. Alors, son impact, l'impact peut être pourquoi faire des recherches en génétique, c'est pas seulement pour savoir, c'est pour tout d'abord donner une étiquette diagnostique aux patients parce que bien, même s'il n'y a pas de, il y a pas de traitement, il n'y a pas de prise en charge entre guillemets spécifique adaptée, euh, éviter l'errance diagnostique aux patients et à sa famille, des familles qui tournent pendant plus de 20 ans de spécialiste en spécialiste, c'est ce que disaient mes collègues tout à l'heure pendant les conférences, c'est une grande frustration, c'est une grande souffrance pour les parents, pour toute la famille. Donc mettre une étiquette, les parents, et ça tous les parents le rapportent même en consultation, ils vous disent on veut savoir, on est content d'avoir trouvé un diagnostic, bien que leur enfant, si on prend l'exemple du retard mental, ne va pas rattraper son retard, il va garder le retard mental, mais ils sont contents d'avoir une étiquette, ils savent ce qu'il a, tout simplement. Et souvent, on déculpabilise les parents. C'est pas parce qu'il y a eu un accouchement difficile, c'est pas parce qu'il y a eu, parfois les mamans elles culpabilisent parce qu'elles travaillaient ou elle n'a pas pu s'en occuper comme elle voulait qu'il a ce retard. C'est une variation génétique, qui est responsable par exemple du retard mental, ou autre chose d'ailleurs. D'accord, c'est intéressant que vous avez commencé à faire ce travail il y a plus de 10 ans, voire 15 ans. Et la question que je me pose sincèrement maintenant, c'est 10 ans, 15 ans après, à quoi vous vous intéressez actuellement? Quels sont vos travaux maintenant à l'université de Sousse, en Okay. Tunisie? Alors, j'ai commencé ma première année de résidence en 1er juillet 2003, pardon, à Sousse, au CHU de Farhat Hached et à la faculté de médecine de Sousse. C'est une structure hospitalo-universitaire annexée à la faculté. Il se trouve que l'année où je suis arrivée au service de génétique, c'est cette année qu'on avait acquis le séquenceur monocapillaire, oui, donc son cité de marque. Et on avait commencé, le premier diagnostic, c'était mon sujet de thèse de médecine et de master de recherche, parce que j'ai suivi un double parcours, le parcours médical, ma thèse d'exercice, et le parcours de recherche, master de recherche et thèse de sciences. Et il se trouve que j'ai commencé d'emblée en neurogénétique parce que nos collègues pédiatres faisaient face à beaucoup de retard mental en consultation. Et la cause de retard mental la plus fréquente, particulièrement aussi chez les garçons, c'était le syndrome de l'X fragile. Donc j'avais commencé avec le retard mental lié au syndrome de l'X fragile par les techniques de séquençage, de génotypage, donc ce n'était pas du séquençage capillaire. Et après, la deuxième technique qu'on avait acquis dans le labo, c'était toujours dans le cas de la neuro, c'était la myotrophie spinale, toujours à la demande des cliniciens parce que c'est la pathologie autosomique récessive la plus fréquente en Tunisie et probablement en Afrique du Nord, à côté de la mucoviscidose et de la dyskinésie ciliaire et des hémoglobinopathies.
Et après, j'ai enchaîné ma thèse de sciences et il se trouve que je suis partie à Strasbourg dans une équipe spécialisée en neurogénétique à l'Institut de génétique moléculaire et de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, IGBMC, et où je me suis intéressée cette fois-ci non pas au retard mental, mais aux ataxies autosomiques récessives, avec des techniques qui étaient de bas débit, qui prenaient beaucoup de temps, il fallait être très très patient. On n'avait pas le NGS qui nous donnait un grand nombre de gènes et le big data, et on se commençait à raisonner sur l'interprétation. Déjà, la technique, la mise en place de la technique, et donc son interprétation était à l'époque très très fastidieuse. On faisait de la cartographie par homozygosie, de la recherche de gènes candidats. Moi, j'ai pas travaillé avec la radioactivité, mais je suis arrivée juste après avec les microsats et la fluorescence. Mais je sais que mes collègues avant faisaient des gels de polyacrylamide avec de la radioactivité pour rechercher donc ces gènes-là, les gènes responsables de maladies récessives. Et généralement, on travaille bien qu'on était en France, où mes collègues étaient, certains étaient aux États-Unis, on travaillait sur des familles maghrébines où il y avait un très fort taux de consanguinité. D'accord. Donc, c'est une évolution qui est assez remarquable, non seulement sur le plan scientifique en Tunisie, mais également c'est un changement qui se traduit également sur le plan professionnel, sur votre carrière. Et voilà, nous avons pleinement parlé de votre carrière, de tout ce qui est professionnel, de votre carrière d'enseignante euh, et de médecin également. Nous voudrons vous connaître un peu sur le plan personnel avec cette question que nous avons posée à tout le monde. C'est si vous pouviez savoir une chose, et une chose uniquement sur votre propre génome, euh, qu'est-ce que ça serait et pourquoi? Alors, franchement, sur mon génome, et ça, on y pense surtout en début de parcours en génétique. On est toujours très curieux de se dire on est en train de faire de la mise en place de diagnostics pour telle ou telle pathologie, surtout pour les pathologies récessives. Est-ce qu'on est porteur? Est-ce que tel ou tel de notre famille, on a vu qu'il avait ce petit signe, est-ce qu'il a cette pathologie? Mais en ce qui me concerne moi-même, et souvent on est dans l'imaginaire, mais en ce qui me concerne moi-même, réellement, je n'ai jamais été curieuse de connaître, bien que les tests, déjà sur le plan éthique, donc c'est pas du tout éthique d'aller se faire un test sans aucun signe clinique. C'est pas parce on en a la possibilité, mais sur le plan personnel, je n'ai jamais été curieuse de connaître les caractéristiques de mon génome. Par contre, ce qui me paraît très très pertinent, c'est d'aller piocher dans son épigénome. Alors, pourquoi l'épigénome et pas le génome? Parce que l'épigénome, c'est dynamique. Et ça nous donne, et connaître son épigénome, ça nous donne la main pour faire beaucoup de prévention. Et je reviens à cette phrase qui est célèbre, Your DNA is not your destiny, parce que tout simplement, on peut jouer, en modifiant notre environnement, en actant sur notre environnement, protéger, protéger notre génome, même s'il y a des marques épigénétiques qui seraient délétères, entre guillemets. On peut rattraper toujours le coup. Et ça me paraît franchement très, très, très intéressant. D'accord. Ça me paraît comme une question qui... C'est une réponse très originale à laquelle j'adhère beaucoup. Le fait qu'on puisse contrôler un peu notre génome à travers notre environnement, nos habitudes, notre style de vie. Et voilà, professeur Dolan, مرحبا بك في المغرب, عايشك مدينة الرباط, عايشك et j'espère vous revoir, que ce soit ici à Rabat, à Fès, au Maroc, ou que عايشك ce soit en Tunisie ou إن شاء ailleurs. الله. Merci مرحبا beaucoup. بكم. Merci à vous.